Bon, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Alors cette soirée va se dérouler de la façon suivante. Thierry Samoélian va d'abord nous interpréter un morceau de musique arménienne qu'il va vous présenter. Après ce morceau de musique arménienne, nous aurons conte et musique. À la fin, Thierry reprendra le morceau qu'il interprète au début de façon un peu différente. Et puis, pour terminer cette soirée joyeusement, nous partagerons un verre ensemble à la santé de tout le monde. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Le premier morceau, le morceau d'introduction, est un morceau composé par un mystique arménien du XIe siècle qui s'appelait Grégoire de Narek. Nous avons choisi ce morceau avec Michel parce que nous pensions qu'il incitait à la méditation. C'était une bonne introduction à notre soirée musique et conte. Il s'appelle Havun Havun. Ce roi d'Arménie avait un jardin exubérant, rempli de fleurs et d'arbres rares. Seul un petit rosier chétif végétait, une seule branche. Personne ne l'avait jamais vu fleurir. Pourtant, il était le plus choyé du jardin, car on attendait de lui la rose, l'unique, celle dont parlaient les textes anciens. Un jour, sur le rosier Anna Hakan, viendra la rose généreuse. Elle donnera au maître du jardin la vie éternelle. Tous les matins, le roi descendait à son jardin, s'agenouillait devant son rosier, chaussait ses lorgnons, examinait la branche, centimètre par centimètre, dans l'espoir d'y voir pousser quelque chose. Rien. Il se relevait de fort méchante humeur, attrapait son jardinier par la peau du cou. « Tu sais ce qui t'attend, toi, si ce rosier ne fleurit pas. Tu iras pourrir dans les oubliettes profondes. » C'est ainsi qu'année après année,
Un jardinier allait rejoindre le précédent entre les murs noirs de la prison du roi. Un printemps, un jeune homme arrive au château. Un jeune homme fier. Il demande à parler au roi. « Sire, je voudrais tenter ma chance auprès du rosier Anna Hakan. »« Toi ? Mais sais-tu bien que tous ceux qui ont essayé avant toi ont échoué? C'étaient pourtant des experts éminents, des savants d'âge mûr. Et toi, Jeanne Blanc-Bec, tu prétends réussir? » « Oui, sire. Quelque chose en moi me dit que je vais réussir. » « Oui, c'est quoi ce quelque chose? » « La peur. La peur de mourir dans votre prison. » C'est ainsi que Samvel est devenu le nouveau jardinier du rosier Anna Hakan. Tout d'abord, il se penche. Il lui parle longuement à voix basse. Puis il bêche la terre autour de son pied maigre, ajoute du terreau moelleux autour de ses racines. Il demeure là, jour et nuit. Il le garde du vent, il caresse ses feuilles, il lui raconte des histoires. Aux premières gelées, il l'entoure de paille. Il reste là, les pieds dans la neige, à lui chanter des berceuses comme une mère au chevet de son enfant. Il se met à l'aimer. Au printemps, les fleurs explosent partout dans le jardin. Samvel ne les regarde pas. Il ne quitte plus son rosier des yeux. Guettant une pousse, il espère, il attend. Rien. Un matin du mois de mai, avant l'aube, il se penche sur son rosier, murmure: « Mon fils, qu'est-ce qui te fait donc si mal ?» Aussitôt, d'entre les racines sort un ver noir, long, terreux. Samvel veut le saisir, un oiseau se pose sur sa main, avale le ver. Un serpent jaillit d'un buisson, se précipite sur l'oiseau, l'avale. Dans le ciel surgit un aigle. Il se laisse fondre sur le serpent, l'attrape dans ses serres, s'envole. Quand il disparaît à l'horizon, le jour se lève. À cet instant, un bourgeon apparaît. Samvel le contemple. Les fleurs d'un souffle. Lentement, la rose généreuse s'épanouit au soleil du matin. Oh, merci, merci. Il court vers le château. Sire, sire, la rose s'est épanouie. Le roi dort, il grogne, mais qui ose me déranger dans le sommeil? Sire, la rose généreuse s'est ouverte. Vous voilà immortel, ô maître du jardin. En chemise, pieds nus,
Le roi court vers le jardin, que 100 soldats entourent ce rosier, que personne n'approche à 100 lieues. Samvel, tu veilleras sur mon rosier jusqu'à ta mort. Oui, sire, jusqu'à ma mort. Le roi a vécu encore 10 ans. Il tombe malade. Un soir, laissant venir la mort, il fait appeler son jardinier. Ah, Samvel, tu vois. Ah, le maître du jardin se meurt lui aussi. Tout ça n'était que mensonge. Non, sire, non. Vous vous trompez. Vous n'avez jamais été le maître du jardin. Le maître du jardin, c'est celui qui veille. Et j'ai veillé, jour et nuit. Et je veillerai toujours. Le maître du jardin, c'est moi. Samvel a fermé les yeux du roi. Il est sorti dans la nuit, dans le ciel des millions d'étoiles. Il les a contemplées une à une. Il a le temps, tout le temps. On raconte qu'un roi sage et juste régnait sur une grande ville. Il avait un vizir, également sage, versé dans la divination et la science des rêves. Bon, avec ces deux-là, le peuple était heureux. Un matin, le roi se réveille inquiet. Pendant la nuit, il a fait un rêve étrange. Il marchait le long du fleuve qui traverse la ville. L'eau s'écoulait paisiblement. Dans le ciel, il y avait 3 lunes. Soudain, la première disparaît, puis la deuxième, puis la troisième. L'eau du fleuve se met à bouillir, devient trouble, noire. Les gens continuent à en boire, mais dès qu'ils en ont bu, ils se bagarrent comme pris de folie. Le roi raconte son rêve au vizir. Il consulte ses livres, le vol des oiseaux. Ah, Seigneur, il va se produire un événement très grave dans 3 lunes. L'eau du fleuve deviendra comme empoisonnée. Tous ceux qui en boiront deviendront fous. Oh, mais que pouvons-nous faire? Il est certain que nous ne pouvons pas garder suffisamment d'eau pour tout le monde. Je vous conseille de faire creuser une citerne à l'intérieur du château, d'y mettre de l'eau pure. Si le peuple devient fou, au moins les gouvernants resteront lucides. Le roi suit les conseils de son vizir. À la fin de la 3e lune suivante, l'eau du fleuve devient noire, trouble. Le peuple continue à en boire. Le peuple devient fou. À partir de ce jour, la vie change complètement dans le royaume. Un homme s'auto-proclame prophète, impose à tout le monde de suivre sa religion.
D'autres s'autoproclament poètes de génie, parcourent les rues en balbutiant des mots sans queue ni tête. D'autres s'autoproclament crapauds, lézards, tortues. Le roi essaye de raisonner son peuple. Hélas, il ne parle ni le prophète, ni le poète, ni le crapaud, ni la tortue, ni le lézard. Personne ne comprend ce qu'il dit. Tout le monde l'ignore. Un soir, après une journée particulièrement fatigante, il rentre au palais particulièrement désespéré. Ah non, sire, non. Il ne faut pas vous désespérer. Il faut essayer encore et encore. Oui, mais je ne sais plus quoi leur dire. Cette phrase tombe dans l'oreille d'un serviteur qui s'empresse d'aller la répandre dans toute la ville. Le roi ne sait plus quoi dire à son peuple. Le roi est devenu bizarre depuis qu'il boit l'eau de cette citerne qu'il a fait creuser dans son palais. Le prophète impose le silence, prend la parole devant une foule grondante qui s'est amassée devant le palais. Le roi est fou. Il ne sait plus quoi dire à son peuple. C'est un idiot. Il faut l'obliger à boire l'eau du fleuve comme nous, pour qu'il soit sage et avisé comme nous. Sinon, autant s'en débarrasser. La foule hurle. À mort le fou, à mort le roi. Sire, il faut que vous alliez boire au fleuve, sinon ils vont vous tuer. Quant à moi, je continuerai à boire l'eau de la citerne. Peut-être qu'un seul homme suffira à sauver ce royaume de la folie des fous. Le roi sort du palais, s'avance vers le fleuve, entouré d'une foule en délire. Le roi retrouve la raison. Le roi retrouve la raison. Il boit jusqu'à plus soif. Et comme il a été le plus sage, il devient le plus fou. Un despote sanguinaire qui impose des corvées, s'entoure d'une armée redoutable, d'une police impitoyable. Il devient un tyran, craint de son peuple et de ses voisins. Quant au vizir, le roi s'aperçoit très vite que cet homme est complètement fou. Ses conseils sont un danger pour le royaume. Dans l'intérêt général de la nation, il ordonne qu'on lui coupe la tête. Et depuis ce jour, tout va très bien aux quatre coins du royaume.
bavardages de son palais. Il part dans le désert méditer. En chemin, son attention est attirée par une fourmi qui gravit grain de sable après grain de sable avec la plus grande obstination sous le grand soleil. Salomon s'arrête, se penche. Où vas-tu donc ainsi, petite bête? Il faut te mettre à l'abri. Ô roi des rois, ne me retarde pas. Je cours là où mon âme m'appelle, à la poursuite des gazelles. Oh, les gazelles, je les connais bien, elles sont si vives, si légères. Et toi, tu les as déjà rencontrées sur tes minuscules chemins? Que sais-tu d'elles? Hélas, non. Mais j'ai vu leurs ombres passer et leur miraculeuse beauté a ravi toute mon âme, tout mon esprit, tous mes sens. Je ne peux plus vivre sans elles. Salomon s'agenouille, pose la petite bête sur le bout de son doigt. Tu rêves? Tu voudrais les rejoindre? Mais en un bond, elles ont franchi la colline. Et toi, pendant ce temps, tu as franchi un grain de sable. Qu'espères-tu? Un de ces jours, tu vas tomber dans un trou de leurs pas. Le vent te recouvrira. Et ce sera la fin. Sois raisonnable. Abandonne tes illusions. Retourne chez les tiens. Tu n'aurais jamais dû les quitter. Ô roi des rois, je sais, tu as raison. Mon pas est lent. Je ne vois pas plus loin que le brin d'herbe qui vient de naître. Je ne suis rien. Mais mon âme aspire à la grâce parfaite. Je sais, c'est de la folie, mais qu'importe à mon cœur aimant. Le désir me tient, il me pousse, il ne me laisse aucun repos. Et je me soumets à ce qu'il veut. Ô roi, grand roi, la mort ne sera rien si elle me prend sur mon chemin à la poursuite des gazelles. Existaient deux royaumes séparés par une grande montagne. Le royaume d'Orient, du côté du soleil levant,
le royaume d'Occident du côté du soleil couchant. Des bergers parcouraient cette montagne à la recherche des meilleurs pâturages, sans s'occuper de la frontière. L'un d'eux avait l'habitude, une fois par mois, d'aller acheter du miel dans le premier village du royaume voisin. Un miel réputé dans toute la région, des deux côtés de la frontière. Ce jour-là, accompagné de son chien, il entre chez l'épicier, vendeur de ce miel merveilleux. Les deux hommes se connaissent depuis longtemps, ils se saluent cordialement, enfin, à la façon des hommes de la montagne. Le berger tend son pot vide, l'épicier prend sa louche, commence à verser le miel délicatement. Un miel doré qui répand une odeur délicieuse. Les deux hommes sont debout, côte à côte, regardent s'écouler le miel dans un silence paisible. Une goutte tombe sur le sol. Une mouche qui passait par là se pose sur la goutte. Le chat de l'épicier bondit sur la mouche et l'avale. Le chien du berger, voyant surgir son pire ennemi, se rue sur le chat, plante ses crocs dans son cou et le tue net. L'épicier, horrifié, brandit sa louche, frappe le chien sur la tête et le tue. Le berger, voyant son compagnon mort là, à ses pieds, brandit son bâton, frappe l'épicier sur la tête et le tue. Affolé, il s'enfuit dans la montagne. Les habitants du village de l'épicier crient vengeance. Ils franchissent la montagne pour aller attaquer le village du berger. Les deux rois battent tambour. La guerre éclate entre les deux royaumes. Elle dure des années. Elle dure des dizaines d'années. Elle dure si longtemps que plus personne ne sait ni quand ni comment elle a éclaté. Je peux vous conter quelque chose. Oui, on est d'accord. Alors, c'est un conte de Nasreddin Hoja. Un jour, la femme de Nasreddin dit à son mari: Nasreddin, la vie dans le village est devenue insupportable. Les gens sont coupés en deux. Alors d'un côté, tu as les gens riches, ils passent leur nuit éveillés, mais à compter leur argent. Ça compte toute la nuit. Ça compte, ça recompte, ça recompte. De l'autre côté, tu as les gens pauvres. Alors, bien sûr, eux aussi passent leur nuit éveillés, mais parce qu'ils ont faim. Toi, qui es écouté, respecté par tous les gens de notre village, pourquoi n'irais-tu pas les convaincre de partager? La vie dans le village serait vraiment un paradis.
Ma femme, tu as complètement raison. Je vais de ce pas m'occuper de cette affaire. Tu vas voir ce que tu vas voir. Nasreddin quitte la maison précipitamment et n'y revient qu'à la nuit tombée, complètement épuisé. Haïdara, mais où étais-tu passé, enfin? As-tu réussi, au moins? Ma femme, j'ai réussi, oui, j'ai réussi à moitié. Comment ça? À moitié? Écoute, j'ai réussi à moitié. Non, j'ai complètement réussi. Oui, j'ai complètement réussi. J'ai réussi à convaincre. Tu m'entends bien? Tous, sans exception, j'ai réussi à convaincre tous les gens pauvres. Un habile marchand habitait dans la région d'Antioche. Il était marchand de bois de santal. Un matin, il se promène nonchalamment dans le souk des menuisiers. Il entend parler d'une ville où le bois de santal se vend plus cher que l'or. Oh, son œil s'allume aussitôt. Voilà pour moi l'occasion de faire une belle fortune. Je vais acheter 100 chariots et j'irai les revendre 10 fois leur prix. Il vend sa maison, il vend ses entrepôts, et fièrement juché sur sa mule, à la tête de sa caravane, il se met en route. Il voyage 3 mois. Quand il arrive en vue de cette ville mythique, elle lui semble briller comme un diamant au milieu des palmeraies. Fortune, je t'ai cherché si longtemps, et te voilà là, au bout de ma route. Et il ignore que les habitants de cette ville sont tous des filous très malins. Un boutiquier, rusé comme les autres, marchand de bois de santal, entend parler de l'arrivée de l'autre marchand. Oh, celui-là, avec ses 100 chariots, ruine complètement mes espoirs de faire un petit bénéfice avec les quelques planches qui me restent. Il faut que sa fortune soit à moi dès demain. Il prend de la paille, une planche, sort de la ville. Au pied des remparts, il entasse paille, planche, il met le feu. Aussitôt, une délicieuse odeur vient caresser les narines de tous les passants et celle du marchand qui justement arrive à l'entrée de la ville. Il renifle, se rue vers l'homme. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je fais du feu pour ma cuisine. Du feu pour ta cuisine avec du bois de santal? Mais tu es fou? Oh ben non. Ici, c'est du bois de cuisine. Ça ne vaut presque rien. Et toi, qu'est-ce que tu transportes dans tes charrettes?
Chantal. On m'avait dit qu'ici, ça valait plus cher que l'or. Oh, je te vois bien embarrassé, pauvre homme. Ton santal vaut 1 sou la charge d'âne. Bon, si tu veux, je veux bien acheter tes charrettes. Mais c'est bien pour rendre service à un honnête homme. Alors si tu veux, je te les achète pour un petit boisseau, de ce que tu voudras. Oh, tout ce chemin pour rien. Et me voilà ruiné. Mon santal est à toi, bonhomme. Que Dieu te garde. Il entre dans la ville à pied, loue une petite chambre pour 2 sous chez une vieille femme. Le soir, devant un maigre dîner, il lui raconte ses malheurs. Oh, bonhomme, mais tu es naïf. Le santal vaut plus cher que de l'or en bûche. C'est la cité des ruses, ici. Tu l'ignores? N'écoute, tous les habitants de cette ville sont des brigands, menteurs, voleurs, tricheurs. N'écoute surtout pas leurs discours. Tu risquerais d'y perdre tes bottes, ta chemise, ton manteau, ton chapeau, et peut-être même ta vie. Le lendemain, le marchand déambule dans la ville. Devant une boutique, 2 hommes jouent au dé. Hé, toi là, l'ami, viens jouer avec nous. Si tu gagnes, nous te donnons ce que tu veux. Si tu perds, tu devras nous obéir. L'homme n'hésite pas, le marchand n'hésite pas une seconde. Je joue et je gagne. Il joue et il perd. Bien. Nous t'ordonnons de boire la mer. Oh, l'autre se rebiffe. Pas question. Le ton monte, la foule s'attroupe autour d'eux. Un mendiant borgne se précipite sur le marchand. Toi là, tu m'as volé mon œil. Rends-le-moi ou bien paye-le. Mais je n'ai rien volé du tout. Fiche le camp. Tout le monde hurle, tout le monde gesticule. Le vacarme attire la vieille femme à sa fenêtre. Elle voit que le marchand est en mauvaise posture, sort, joue des coudes, de la voix. Oh là, vous autres! Il sera bien temps de vous expliquer demain devant le juge. Elle attrape le marchand par la main, le ramène chez elle en grognant. Je t'avais bien dit de ne pas les écouter. Hein? Elle le fait asseoir, lui donne un bol de lait. Bon, je vais t'aider. Écoute-moi bien. Ces brigands ont un maître, un vieux sage. Ils vont le voir tous les soirs pour lui raconter les affaires de la journée et lui demander conseil. Tu vas te déguiser en mendiant, les suivre, t'asseoir dans un coin sombre, écouter ce qui se dit. Le soir, le marchand fait ce que lui a dit la vieille femme. Il entre dans le conseil des rusés, s'assoit dans un coin sombre. Le vieil homme est assis sur un tapis, faiblement éclairé par la lueur tremblotante d'une lampe à huile.
Le premier à prendre la parole est son voleur de bois de santal. Ah, le marchand, je l'ai bien eu. Sa fortune est à moi. Oh, mon fils, comme tu as été imprudent. Cet homme qui vient de loin pour faire des affaires est certainement très intelligent, sûr de sa force et de son bon droit. Il va te dire: d'accord pour le petit boisseau, mais je le veux rempli de puces moitié mâle, moitié femelle, tout habillé d'argent avec des épées d'or. Et alors, qu'est-ce que tu vas dire? Et en plus, tu devras payer les 1000 pièces d'or de dédommagement. Mon fils, l'art de ruser est difficile. Tu as encore beaucoup à apprendre. Les suivants sont les joueurs de dés. Ah, nous, il ne peut pas nous échapper. On va le traîner devant le juge et il paiera. Ah oui, il paiera. Ah, vous croyez ça? Il va vous dire: eh bien d'accord, pour boire la mer. Mais avant, il faut que vous arrêtiez les rivières et les fleuves de couler pour que je puisse boire tranquille. Le suivant est le borgne. C'est moi qui vais gagner. Cet idiot me paiera les 1000 pièces d'or. L'idiot, c'est toi. Il va te dire: eh ben d'accord, mais tu arraches d'abord ton œil, puis j'arracherai le mien, on les pèsera, et s'ils pèsent le même poids, eh ben tu pourras repartir avec les deux. Mes enfants, comme vous avez été imprudents, le lendemain, devant le juge, le marchand répète ce qu'il a entendu la veille. Tout le monde le congratule, tout le monde le félicite, tout le monde paye ce qu'on lui doit. Il vend son bois de santal, il fait fortune. Avant de partir, il offre à la vieille femme secourable de l'argent, une maison, des servantes. Sur le chemin du retour, il songe longuement à l'art des tromperies. On raconte que pendant sa riche retraite, il est devenu un expert éminent en ruses joyeuses. Je suis descendue du haut de la montagne en caracolant, en bondissant sur les rochers. Je me souviens, j'ai traversé
traverser des plaines, des villes, des forêts, larges, calmes, fiers. Quel mauvais sort m'a amené ici, au milieu de nulle part, dans ces dunes où il n'y a plus de chemin pour moi. Comment traverser ces espaces désertiques qui semblent infinis? Il essaye d'avancer encore un peu, en vain. Il se désespère. À ce moment, il entend une voix. Elle vient des sabres. Le vent traverse le désert. Le fleuve peut en faire autant. Je ne sais pas voler, moi. Je ne suis pas le vent. Fais confiance au grand souffle du vent. Laisse-toi absorber. Laisse-toi emporter au loin. Faire confiance à l'air, cette chose insaisissable, impalpable. Mais je ne peux pas. Je suis un terrien, moi. J'ai l'habitude de créer des courants, des cascades, des vagues, du solide, enfin. Je ne peux pas concevoir de continuer ma vie sans traverser des paysages sans cesse différents. La vie est faite de métamorphoses. Le vent t'emportera au loin. Il te laissera retomber en pluie. Tu redeviendras rivière. Soudain, la peur le prend. Je veux rester le fleuve que je suis aujourd'hui. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu dis cela parce que tu as oublié qui tu es vraiment. Ton être véritable a maintes fois été emporté par le vent. Tu as vécu dans les nuages, au milieu des oiseaux. Tu as retrouvé la terre pour à nouveau courir, ruisseler, gambader. Le fleuve reste silencieux. Un souvenir comme un parfum à fleurs. Et si tout cela n'était qu'un rêve? Son cœur lui dit: et si ce rêve était maintenant ton seul chemin de vie? Au soir, il se fait brume. Craintif, il accueille le vent qui l'emporte. Là-haut dans les nuages, il rit. Il se sent comme chez lui, au milieu des oiseaux. Très loin, au-dessous de lui, les sables murmurent. Ah, il va pleuvoir là-bas. De l'herbe va pousser. Une rivière va naître. Nous savons cela.
Nous savons tout des 1000 visages de la vie, nous qui sommes tous semblables. La voix sans cesse parle. Comme la mémoire du monde, le conte des sables est infini. Merci à vous d'être venus. J'oublie quelqu'un. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à installer la salle. Cherche. Je vais vous raconter une autre histoire de désert. Moi, c'est un conte très ancien que je raconte depuis très longtemps. Un de mes chouchous. C'est un désert tranquille. Il y a des rochers, du sable, et puis le soleil là-haut qui chauffe tout. Et il y a une souris. Et il y a le vent. Et le vent aime la souris. Et la souris aime le vent. Pour toi, ma jolie souris, cette brise légère pour caresser ton dos et tes pattes. Et cette petite bise sur ton joli museau. Oh, dis-moi que tu m'aimes. Dis-moi que tu m'aimeras toujours. Oh oui, je sens ton souffle sur moi. Il m'envahit tout entière. Toute mon âme, tous mes sens. Mais bon, tu ne fais que passer. Tu es tout le temps parti. Je ne te vois jamais. Comment t'aimer vraiment sans jamais te voir? Je t'en prie. Je t'en prie. Un jour, le vent cède aux supplications de sa bien-aimée souris. Attends-moi là. Ne bouge pas. Je vais revenir. Tu pourras me voir avec mon vrai corps, celui que la nature m'a donné. La souris, assise sur son derrière, sur un rocher, béate, attend le vent, son bien-aimé. Soudain, du fond de l'horizon, surgit un typhon fou qui soulève des nuées de sable jusqu'au ciel. Apparaît un géant poudreux, poilu, barbu, tonitruant. Dis, tu me vois? Suis-je assez beau? Suis-je assez grand? Tu sais, je peux être encore plus fort. Ma mère disait que j'étais plutôt joli garçon. Dis, ma souris, dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimeras toujours. Dis, où es-tu? Je ne te vois plus. Dis, tu m'entends? M'entends-tu? Elle n'entendait pas, ou n'entendait plus, blottie au fond de son trou, terrorisée, tremblante d'effroi. Tempête
typhon. Tel est l'amour quand il vient tout nu. Mais elle ne le savait pas. C'est mon premier compte en Ah, avec un seul de Michel. Je porte très très bien. Ah, mon compte, pardon, mon compte préféré. Mon compte préféré, il ne faut pas que j'en choisisse d'origine arménienne. pourquoi pas? Mon compte préféré, ils sont tous différents. Ce serait comme choisir entre des êtres vivants. Je pense qu'il ne faut pas mettre de hiérarchie, mais il y aurait peut-être un petit élan vers. J'aime assez aussi la voix des sables. C'est pour dire comme Michel. Alors j'ai aimé le partage, celui que je raconte aussi. Sinon, ça aurait été difficile de le raconter. J'aime bien la goutte de miel, comme son symbole, la façon dont on l'a approché avec Michel. Oui, on voit les bouts foulés, le miel foulé. Voilà, complètement. Oui. C'est une manière de rire de la mort. Bah oui. Surtout sous nos latitudes, on a tendance un petit peu à avoir peur, alors que dans notre pays, on entend que c'est plutôt une bonne chose, ça fait partie de la vie, tout ça, on le sait, nous aussi, on l'entend. On a un peu plus peur, je crois, que les autres. Donc c'est une façon d'en parler, puisqu'il faut en parler, ça existe, c'est notre dimension. Je ne vais pas être négatif, ça va en fait parler, mais voilà, c'était une manière humoristique d'en parler. À quel moment Michel va-t-elle jouer du violon? Ben oui, puisque le violoniste tombe. Est-ce que le violoniste tombe? Je te revaudrais ça. Ne détourne pas l'attention. Et au point de vue même de l'oreille musicale, c'est très élémentaire. Bon, ben comme quoi on ne peut pas être doué en tout. Ce qui ne m'empêche pas d'apprécier les merveilleux morceaux de musique. Bien sûr. De là à aller ensuite pouvoir les reproduire, ne serait-ce que dans les chantements, par exemple, ça c'est autre chose. Hein. La voix humaine est un instrument merveilleux. Tout à fait. Vraiment un merveilleux instrument
que j'ai essayé de développer dans le registre de la voix parlée, et dans le registre de la voix chantée, même si j'ai fait des stages de formation pour développer justement la voix, mais je ne serai jamais une diva. Quelle déception. Renoncer aux rêves, abandonne tes illusions, retourne chez les conteurs. Tu n'aurais jamais dû les quitter. Vous savez, dans les contes, il y a des histoires comme ça qui sont adaptables à chaque instant de la vie. Ah, ça c'est sûr. Tous les moments de la vie, on peut reprendre un morceau du conte et pouf, ça sert. Ça, c'est un conte aussi que je raconte depuis longtemps. Les gazelles et la foule. C'est vraiment. Je trouve que ce conte, il est la quintessence de la folie de l'amour et en même temps de la raison. Complètement, elle a raison. Elle suit son rêve. Elle court derrière son rêve. Qu'y a-t-il de mieux à faire dans la vie que courir derrière son chemin? Eh oui, eh oui. N'abandonnons jamais nos rêves. Bien que ce soit très difficile. Là, vous accompagnez Michel, mais est-ce que ça vous arrive de donner des concerts entre guillemets tout seul? En fait, est-ce que voilà, parce qu'on sait que Michel est conteuse, mais vous, on en sait un petit peu moins. Alors, je donne des récitals avec une pianiste qui s'appelle Nicole Rivière. Oui. On intervient dans tous les cadres. On joue gratuitement, sur les payés, dans les hôpitaux, dans des salles de concert, plus ou moins grandes. C'est notre fonction de musicien. Oui. Et par ailleurs, j'ai intégré l'orchestre Vive Harmonie, dont Vive Harmonie. Un lapsus révélateur. Ah, c'est pas mal ça. Vive Harmonie, sur lequel dont nous avons le comptable mafieux. Dans la personne Yves Loiseleur. Et nous produisons essentiellement pour des œuvres caritatives. C'est un orchestre d'amateurs qui inclut quelques professionnels pour soutenir l'ensemble. Et on a un assez bon résultat, je pense. Voilà l'actualité. Et je donne des cours de violon. Il est mieux pour le compte, je pense. Notre Oui, conteuse tout à fait. nous invitait à poursuivre nos rêves. Moi, ça fait partie de mes rêves de faire partie de cet orchestre. Parce que Thierry a oublié de dire, je suis peut-être comptable, mais je suis d'abord violoniste. Mais je n'ai pas un talent aussi poussé que moi. Je suis amateur, alors que Thierry est professionnel. Mais justement, Thierry, il ne regarde pas de haut les amateurs. Voilà, c'est ça qu'il dit. Très très bien. L'important, il disait, c'était d'exprimer ce que l'on a en soi. Voilà. Chacun, on a des possibilités de voix, d'autres choses. Et donc, le principal, c'est d'utiliser ces possibilités, de les développer, de les ouvrir et de les faire vivre. Et on y va. Ah, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et on avance. Voilà. C'est comme le roi qui prend son jardinier par la peau du cou, tu sais ce qui t'attend si ce rosier ne fleurit pas. Et nous, si on ne fait pas fleurir ce qu'il y a en nous de possibilités, ben c'est dommage. Mais attraper son propre plaisir et là, l'ouvrir, le porter, le faire vivre, ça c'est la vie. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est la vie. Merci. On se prend un petit verre? Allez.